Si, écoute bien, si les 2 années que j'ai passées là-bas, j'avais enregistré les réunions que j'avais fait avec des joueurs en bi-à-bi ou staff et joueurs, mais ils s'étripent, les mecs. Ils s'étripent. Ouais. Mais c'était, je balance sur tout le monde en permanence. Et Ouais. après, je les voyais le lendemain se faire des grandes claquantes, des grandes bises, se faire des grands cafés des familles, comme si c'était les meilleurs amis du monde. David Gérard nous fait l'honneur de partager son incroyable parcours. Et il a récemment contribué au parcours incroyable du Portugal lors de la dernière Coupe du Monde. On parlera de ses expériences, des défis qu'il a relevés, de la santé et du bien-être des joueurs. Et puis, préparez-vous à être inspiré par ses anecdotes et ses leçons de vie. Restez avec nous. C'est parti pour une discussion passionnante. Je suis Mehdi Mirabé. Nous sommes sur Feedback avec David Gérard. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Feedback. Salut David. Merci Oui. à toi d'être avec nous aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Je suis tellement content de te recevoir parce que je suis sûr déjà qu'on va passer un bon moment. Et moi, je voulais encore te remercier d'avoir accepté mon invitation et te remercier aussi parce que tu as fait quelque chose dans ma vie qui m'a marqué et qui a changé ma carrière. Je sais pas si tu te rappelles le jour où on était au restaurant au Mourion où tu es venu me voir, tu m'as dit Mino, tu fais quoi l'année prochaine? Parce que j'étais un peu dans le dur. Je t'avais dit, écoute David, je sais pas, je songe même à arrêter le rugby. Et toi, tu m'avais dit, mais t'es fou, écoute, je vais appeler Pierre Berbizier, et puis je l'appelle de suite, et on va voir s'il y a quelque chose à faire. Et finalement, grâce à ton appel, finalement, ça a changé le reste de ma carrière, et j'ai signé au Racing Métro 92 à l'époque, on a joué ensemble. Et je tenais vraiment encore à te remercier parce qu'il y a plein de mecs qui te disent, oui, je vais appeler, oui, je vais faire, oui, compte sur moi, et très peu le font en vrai. Donc, je voulais te dire merci et je crois aussi que ça démontre ta personne, ta gentillesse et ta générosité. Donc, voilà, encore une fois, merci David. Et puis, maintenant, on arrête les câlins et on va dans l'émission. C'est parti. C'est gentil en tout cas. David, est-ce que tu veux déjà commencer par te présenter de la manière dont tu le souhaites? Tu sais, il y a des mecs qui aiment se présenter en disant ce qu'ils font et d'autres en disant ce qu'ils sont. À toi l'honneur. Alors, David, j'ai 46 ans, donc ouais, je vieillis. En fait, je vieillis. Ancien Déjà. international de rugby, ouais. Ancien international de rugby, mais je te dirais que mon plus grand fait d'armes sur ces 46 dernières années s'appelle Océa. Elle a 10 ans et c'est ma petite fille. Et je te dirais que s'il y a vraiment quelque chose de très important pour moi et la chose qui me représente le plus, c'est je suis le papa d'Océa, qui a 10 ans, qui joue en moins de 10 ans à Kent-Fons-Grive. Ah bon? Ah ouais, ah ouais, c'est un sketch. Une grande singuette comme ça, toute blonde, avec des couettes ou des tresses. Ah, ça, je pense que c'est ma plus grande fierté et c'est ce qui me représente le plus. Je pense que c'est ma petite fille. Et c'est toi qui a inscrit ta fille ou c'est d'elle-même, en te suivant un petit peu, elle s'est dit, papa, je veux faire du rugby. Non, en fait, ma fille est arrivée après ma carrière joueur, en fait. Et si tu veux, jamais je la forcerai à jouer au rugby. Jamais. Parce que je sais combien c'est dur pour un enfant quand on a un parent qui a joué au rugby à haut niveau. C'est du jugement en permanence. C'est oui, ton père, ton père, ton père. Et le pire pour la petite, c'est qu'il y a sa mère aussi, puisque sa mère est une ancienne internationale de rugby. Donc, Ah oui. si c'est pour entendre ton père, ta mère, ton père, ta mère tout le long, je lui ai dit, ma fille, tu feras ce que tu veux. Voilà, moi ça ne changera rien, je serai à fond derrière toi, que tu fasses de l'athlétisme, de la boxe, du foot, du rugby, tu feras ce que tu veux. Elle a voulu se mettre au rugby. Je sais pas si elle continuera parce qu'elle s'amuse, parce qu'elle est avec ses copains de classe et moi je veux qu'elle prenne du plaisir dans un club de village, plein de valeurs. Et après pour le reste, tu sais, elle fera ce qu'elle veut et je l'accompagnerai de toute façon. Ouais, c'est génial ce que tu dis parce que c'est bien que tu laisses la liberté, je pense, à l'enfant de choisir. Moi, tu sais, de temps en temps, je me balade un peu au bord des terrains, je vois des parents, franchement, tu hallucinerais le discours. Tu hallucinerais du discours parce que je crois que ils attendent de leur enfant qu'ils soient les futurs Dupont ou les futurs Mbappé ou les futurs, tu vois, pour le football, par exemple. Et en fait, il n'y a aucune notion je crois pas, il n'y a pas vraiment la notion de plaisir. C'est surtout, tu sais, ils dégagent un peu leur frustration et
Et le minot, c'est comme si c'était un investissement, un placement, en espérant qu'il y ait un résultat, quoi. Tu vois, c'est les Ouais, je valeurs du vois. sport, les valeurs qu'on a connues, etc. Ben, j'ai l'impression elles existent moins chez les éducateurs aussi et chez les parents. Ah, tu sais, quand j'entends parler des gens beaucoup de gens que je croise me disent, tu sais, David, les valeurs du rugby, les valeurs. Et en fait, plusieurs fois, je leur ai dit, vous savez, moi, les valeurs du rugby, c'était les valeurs de mon père et du rugby de mon père et du rugby de mes oncles et de cette période-là. Là, on pouvait parler de vraies valeurs humaines et de gens qui ne mentaient pas, des gens qui respectaient, des gens qui étaient droits dans leur basket. Et nous, malheureusement, on a fait comme un peu notre société, on s'est désagrégé. L'arrivée de l'argent, beaucoup d'argent dans le rugby n'a pas aidé. Mais c'est vrai que je te rejoins sur le fait qu'aujourd'hui, on donne pas forcément le bon exemple et on a tendance à se cacher derrière les valeurs du rugby, tu sais. Alors que des fois, on Ouais, les c'est ça. représente même pas les valeurs du rugby, malheureusement. Ouais, pour toi, c'est vraiment l'argent qui a faussé un petit peu qui fausse un petit peu les relations. C'est nous, en fait, si tu veux, on est dans on est arrivé là à un point où on ne veut plus dire la vérité aux gens, où on ne veut plus dire non, en fait. Tu sais, et à force de ne Mhm. plus dire non, eh ben, tu es devenu, c'est du trop plein de gentillesse, du trop plein d'attention, et en fait, ça, à l'heure actuelle, aujourd'hui, trop gentil, trop d'attention, c'est être faible. Pourquoi? Parce que les gens te prennent pour un con et en fait ils profitent de ta pseudo gentillesse. Et tu t'aperçois que avant où être quelqu'un de gentil et de précautionneux vis-à-vis des gens, c'était une force. Aujourd'hui, c'est une faiblesse. Et donc, eh ben, Ok. ça, tu dois te réinventer, tu dois te modifier, même à contre-nature des fois. Mais et pour moi, c'est générationnel, tu vois. On a pris le mauvais virage à un moment donné. On laisse tout faire aux gamins, donc ça veut dire qu'ils n'ont plus les codes, ils n'ont plus les notions de respect. En fait, on accepte tout. Alors qu'avant, rappelle-toi, ils acceptaient rien, les anciens du gaz, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que même à l'époque, on te parlait pas forcément de plaisir de jouer. Il y avait, tu sais, il y avait la notion de représenter une famille, un groupe, les valeurs d'un club, de ton éducateur. Tu vois, c'était vraiment omniprésent. Maintenant, un peu moins. J'ai l'impression que malgré le fait que ça soit un sport collectif de combat, Ouais. il y a de plus en plus d'individualisme. Et tu as raison, ce que tu dis sur le fait de dire oui à tout, mais c'est un peu à l'image de notre société, finalement, tu vois. Bah oui, parce que là, tu vois, par exemple, dans les écoles de rugby, aujourd'hui, tu confonds élitisme et compétition. Mhm. Et en fait, et les gens D'accord. ne voient pas la différence. Faire de la compétition, tu peux avoir une équipe super moyenne et faire de la compète. Vouloir gagner les matchs dans un tournoi, prendre du plaisir, jouer au rugby, combattre, même quand tu es gamin. Et l'élitisme, Mhm. c'est totalement différent. L'élitisme, c'est tu prends les meilleurs, tu en fais une équipe, et après tu les téléguides. Et après, c'est donne le ballon à Stéphane, fais la passe à Sylvain, fais ça. Et en fait, il est où le libre arbitre? Il est où le choix? En fait, on ne laisse plus Ouais. faire de choix à personne. On veut tellement qu'il soit parfait et qu'il soit ce que nous on pense s'approcher de la perfection, mais qu'en fait, on en fait des robots, en fait. Et dès qu'ils doivent prendre des décisions dans leur vie, on les handicape. Parce qu'après, ce qui se passe sur un terrain de rugby se passe dans la vie de tous les jours. Plus personne n'arrive à prendre une décision. Tout le monde se Ouais, c'est cache. vrai, ça se reproduit. Ouais, ça se reproduit. Et finalement, le fait de les avoir trop guidés, t'en fais des joueurs stéréotypés, si je comprends bien ce Mhm. que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Et finalement, t'as plus la formation de l'homme, si tu veux, avant le joueur de rugby. Ouais. Enfin, rappelle-toi, on disait le rugby, c'est l'école de la vie. Ouais. Donc ça veut dire qu'on formait non seulement des jeunes de joueurs de rugby à jouer à ce sport, mais en fait, on essayait de les aider dans l'éducation, dans la formation de l'homme. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est des exemples sur ça? Je suis pas vraiment sûr. Mais tu sais, je crois que c'est les chiffres qui parlent maintenant. Les centres de formation, ils ont des comptes à rendre, tout le monde a des comptes à rendre, tout le monde veut tendre vers le toujours plus. Et donc, on va pas généraliser, hein, il y a encore des clubs qui passent du temps avec des enfants, à essayer de les encadrer, de les guider, tu vois, il y en a encore, et heureusement, heureusement. Mais il faut aller dans les petits villages, peut-être, tu vois. Il faut aller dans les Ouais, petits clubs un peu plus familial, plus chaleureux, tu vois. ouais. Tu dois aller dans les villages Mais, et aujourd'hui, pardon, excuse-moi, mais là, les rares clubs qui sont bons sur ça, ils sont très faciles à repérer, hein. ouais, c'est vrai. Massy, on en parle tous de la formation massicoise. Ben, Massy, c'est facile à repérer.
Ils sont tellement pas beaucoup à faire comme eux. Et donc aujourd'hui, c'est des exemples à suivre. Mais eux, c'est leur projet. Là, aujourd'hui, quels sont les projets des clubs? Par moment, tu te poses la question, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est aussi de la faute des parents parce que je te prends l'exemple de Toulon. Tous les parents rêvent que leur enfant porte l'écusson de Toulon, du RCT, parce que avec Mourad, etc., il y a une histoire incroyable, donc c'est la référence, tu vois. Mais dès le plus jeune âge, si tu veux, ils vont à Toulon et parfois en ne jouant pas, mais au moins papa et maman, tu vois, sont contents que le minot rentre avec la dotation et dire au boulot, mon fils il joue à Toulon, mon fils il, mais en vrai, le petit il joue pas. Et le petit il s'éclate pas. Le Ouais, c'est ça. petit, il a juste envie d'être avec des copains, que ce soit à Toulon ou ailleurs. Bien sûr qu'à Toulon, il y a cette fierté et cet honneur. Mais moi, si tu veux, si je compare à mon parcours et probablement au tien, on va discuter un peu comment t'es arrivé dans le monde du rugby. C'était la cerise Toulon, c'est-à-dire que d'abord il fallait que tu te formes, d'abord il fallait que tu te construises une carapace physique, une carapace mentale, et après tu te lançais dans le grand bain. Maintenant, dès le plus jeune âge, et Toulon avait le défaut, c'est qu'ils empilaient les joueurs. Maintenant, il y a eu Pierre a mis en place des choses intéressantes où il dispatche les joueurs justement pour que ils aient du temps de jeu, pour qu'ils aident aussi le club aux alentours. Mais je crois pas que ça se passe comme ça de partout. Et c'est aussi, comme je te disais, aux parents de prendre conscience que la priorité, c'est que l'enfant s'épanouisse, se construise, s'enrichisse des valeurs du rugby. Moi, si tu veux, je vais prendre l'exemple d'où je suis ici, donc le club de Kent Fonsegrive, et je suis à côté du Stade Toulousain. Donc Et oui, autant te dire que là, dans la région, tout le monde veut y aller. Aujourd'hui, je pars du oui, principe que ma fille, elle me fera rêver en tant que papa, pas quand elle aura le maillot du Stade sur les épaules, elle me fera rêver quand je ouais, la verrai sourire, s'éclater, se régaler à jouer au rugby. Si un jour elle doit y aller, ça se fera tout seul, crois-moi. Ils sauront te trouver. Mais aujourd'hui, si tu veux, elle a 10 ans, aujourd'hui, je vais pas commencer à vouloir faire de l'élitisme avec ma fille, qui apprend à peine le rugby, mmh, qui est une petite fille, qui doit vivre, toucher plusieurs sports, faire plein de choses. Je me dis, mais moi, je suis pas dans ce délire-là du tout. Et aujourd'hui, les parents, il faut qu'ils réfléchissent à ce qu'ils font. Aujourd'hui, mmh, être fier de son enfant, c'est pas de le mettre au plus gros club, c'est le mettre à l'endroit où il doit être pour vivre et être heureux. Tu vois. Et ensuite, exact. s'il doit aller au plus gros club, crois-moi, le plus gros club, ils sauront le trouver. Ils viendront le chercher. Ils savent le faire, ça. Tu vois. Moi, je comprends, et c'est peut-être un peu, tu sais, la passion exacerbée qu'il y a chez nous dans le sud, où voilà, on n'a pas 10 000 activités, 10 000 sports, et le RCT, ça prend énormément, énormément de place. Tu vois, c'est peut être Ouais. chez nous où c'est plus développé ce genre de comportement. Oui, c'est sûr. Après, des fois, tu te retrouveras par défaut chez le gros aussi. Et moi, je vais t'en parler parce Oui, que je me suis retrouvé par défaut à Toulon, en fait. j'allais y venir en fait. Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts, toi, comment déjà pourquoi le rugby? Et puis est-ce que c'est le rugby qui t'a choisi ou c'est toi? Mais je crois comprendre que c'est toi parce que de tradition familiale déjà vous étiez tous ancrés dans le Mm. rugby. Euh, Raconte-nous un petit peu tes débuts et justement ce que j'aime bien c'est que t'es pas resté très très longtemps toi à Toulon. T'es parti, il me semble, assez tôt à Toulouse. Non, à Bordeaux d'abord, à 18 ans, je suis À parti. Même pas Bordeaux 18 ans. d'abord? Ok. Ouais, Ouais, même tu pas à vois. 18, je suis parti à Bordeaux. En fait, ouais, Toulon, c'est là où tout a commencé. Et bien sûr, je regrette rien, mais si tu veux, s'il y a bien un club pour lequel j'aurais voulu jouer quand j'étais gamin, c'était le Morion. C'était le Ah, ok. Morion parce que c'est mon quartier. C'est mon quartier et en fait, avant de défendre Toulon, je voulais défendre mon quartier. Et ce Mhm. quartier-là, il me tient à cœur parce qu'après, c'est un club qui était endormi. euh, et je rêvais qu'il relance le club et c'était compliqué bien sûr avant. Ça a été fait bien plus tard, grâce à Alex Fernandez, mon père, mes oncles. Voilà, ils ont relancé le club, ils ont fait vivre ce club. Mais c'était trop tard, il fallait que je fasse mes armes quelque part et donc je les ai fait chez le gros à Toulon. Alors tout simplement parce que je faisais 2 fois les autres à peu près. Ouais, c'est Tout vrai. le monde pensait que je mangeais des enfants à l'école. J'étais comme ça. Et donc, on Ouais. m'a mis très rapidement au rugby. Et si tu veux, j'ai fait mes armes là. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai attaqué le rugby en même temps.
que plusieurs joueurs qui ont été connus après, donc Pierre Mignoni, Guillaume Delmotte. Et en fait, tu prends l'exemple de ces deux-là, on a commencé ensemble, on avait 5-6 ans, les trois là. On a joué en équipe de France ensemble, dans la même équipe en 99. Et en fait, c'est un parcours de vie qui a fait qu'à un moment donné, on s'est suivi. Même si à un moment donné, nos routes se sont séparées, on s'est retrouvés en équipe de France, ça a été un aboutissement de jeunesse. Mais oui, j'ai commencé à Toulon dans les mains d'un grand monsieur au niveau école de rugby qui s'appelait Alain Crespo, qui s'appelle toujours Alain Crespo. Évidemment, qui était, évidemment. et qui était le panoramix de l'école de rugby de Toulon. Mais il est toujours là, hein. Il est toujours dans le coin, hein, tu sais. Il faisait tout, et il continue à tout faire. C'est extraordinaire. Et t'as raison, il avait cette fibre-là qui était passionnante pour un enfant. C'était super intéressant. Et donc, justement, tu as eu une carrière ensuite incroyable. Je disais 2 titres européens, tu vois, en 2003 et 2005. Et champion de France en 2001. Quel est le titre que tu aimes le plus? Celui qui t'a le plus marqué? En fait, j'en ai deux, et ils sont très différents. Le tout premier titre qui m'a le plus marqué, c'est 1997, Junior Échelle de Toulon, en finale contre Dax à Revel. Ça a été le titre. Pourquoi? Parce que c'était la fin de mon chemin avec Toulon. C'était ma première année Junior Échelle, donc j'étais tout jeune, 17 ans. J'avais eu la chance d'avoir des coachs qui avaient beaucoup de croyance en moi. Il m'avait mis le brassard de capitaine alors que j'étais le plus jeune joueur de l'équipe. On fait une saison de copains fabuleuse et avec une consécration et ce titre. Et en fait, ça a été très marquant pour moi parce que ça a été la fin et le début de quelque chose. Mais d'abord, ça a été la fin et ça a été très très dur pour moi de faire le choix de partir et de partir très loin, à Bordeaux. Donc, et c'était pas évident. Et celui-là, il m'a marqué émotionnellement et marqué en tant que jeune garçon en fait. Et puis après, je pense que rien ne remplacera 2001 et le Brennus en fait. Tu sais, quand tu t'attaques à jouer au rugby, moi j'étais élevé dans le fait de regarder ce bouclier à la télé et de me dire un jour, j'aimerais le toucher quoi. J'aimerais qu'il m'appartienne en fait. J'aimerais qu'un jour je le mérite et que je l'appartienne. Et en 2001, quand il y a ce titre qui arrive, toute ma famille était dans la tribune. Et en fait, quand il y a le coup de sifflet final, je me rappelle que je suis parti en courant, mon pauvre. Chercher ma famille. Et en fait, ça a été un moment d'une intensité émotionnelle rare. J'ai l'impression que je faisais plusieurs attaques cardiaques en même temps, tu vois. C'était un truc, mais non, mais tu sais quand t'es submergé par les émotions, et en fait tu te dis, je l'ai, ça y est, il est là en fait, c'est le rêve, il est là en fait. Et c'est vrai que tu t'as parlé de 2 titres européens, 2003-2005, mais je t'avouerai que je les échangerais. Ouais, mais je les échangerais sans problème contre un bouclier de plus. Sans problème. Le bouclier, c'est autre chose. Et on l'a en nous, le bouclier, Mehdi. On l'a en nous, on l'a dans notre sang, les rugbyman français. Ben c'est ça, exactement. C'est l'objectif, tu sais. Pareil, quand t'es minot, tu te dis le bout de bois, je veux l'avoir aussi un jour. C'est ça. C'est incroyable et c'est quand même exceptionnel. Et je suis pas surpris que tu me dises que tu veux échanger tes 2 titres européens contre un autre bouclier parce que c'est vrai que c'est un moment, à mon avis, historique. Vas-y, dis-moi. Non, mais sur ce bouclier, je vais te dire une petite anecdote. Tu sais, on fait un tirage au sort quand on a gagné le bouclier. Chacun avait une semaine. Et moi, je tire au sort premier. Donc, je l'ai de suite, en fait. Et là, je pars à Toulon. Je pars au Morillon, je pars chez moi. Mon père, il annonce à tout le monde que j'arrive au Morillon, au bar du Rond-Point. Tu te rappelles? Et bien donc, le bar était rempli de monde. Rempli. Sauf que mon père, et personne ne savait que j'avais le bouclier. Personne. Et donc, je rentre dans le bar, tout le monde m'embrasse, ça pleure, ça rit, ça truc. Et à un moment donné, je donne les clés à mon père de la voiture que j'avais garée devant. Et je dis, papa, tu peux aller me prendre le truc que j'ai dans le coffre, s'il te plaît? Et donc, j'étais mon meilleur ami à l'époque. Et si tu veux, on le regarde partir. Et là, on le voit ouvrir le coffre et regarder. Et il regarde dans le bar et il me regarde. Et il me fait, je lis sur ses lèvres, c'est le vrai? Comme ça. Et là, mon père le prend, il rentre avec le bouclier, et quand il rentre, j'ai vu des gens pleurer. Des bouillonnés pleurer, le toucher, il avait plus vu à Toulon depuis des années. Et tu vois, le toucher comme c'était le Graal, tu sais.
Et en fait, Mais c'est ça. ben, quand je vois ça, je me dis, regarde, quand je vois ça, je me dis, regarde ce que ce bouclier, il génère chez les gens. Regarde ça. Ouais. Et c'est un souvenir irremplaçable, tu vois. L'émotion des gens. Mais je comprends et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu étais la fierté de toute une ville parce qu'il n'y avait pas de titre, il n'y avait rien et tu étais un minot de Toulon et au Morillon en plus, ça a dû être, tu vois, quelque chose d'intense parce que un minot du C'était génial. quartier qui réussit comme ça, ça fait partie des premiers. Ça fait partie des premiers à marquer l'histoire du rugby français. Mais dans ce quartier du Morillon, parce que les gens connaissent pas forcément, il y a d'autres joueurs qui ont émergé et qui ont eu une belle carrière. Califano, Entre autres, ouais. Christian, il y a toi, Mehdi, quand même. Oui, mais Et il à faut le dire, moindre niveau quand même. Il y a il y a, Pierre il y a aussi. Pierre Mioni qui est du Ouais. quartier. Oui, il y a sa grand-mère qui habitait là. Ton père, il est fou de rugby aussi. Et Ouais. quand il a dû voir ce bout de bois, ça a dû être un truc de Con. dingue. Et en fait, là, il me dit, donc on passe la soirée ensemble, bon, tout le monde, des photos partout, je t'en parle pas. Et là, Ouais. de suite, il me dit, dis-moi, je peux le prendre avec moi à l'Arsenal demain? Et j'ai dit, si tu veux, par contre, vous me le refaites, hein. Il m'a dit, ouais, Ouais, on te voilà. le refait. Parce qu'il avait chargé le Ouais. bouclier en 2 jours là. Oh Ah oui? là là, ce qu'il avait pris. Ouais. Oh là là. Ils avaient pété un Ouais. angle. Le truc en bronze était tombé. Il se décollait. Le Ouais, bois tu l'as avait rendu en morflé. pièces détachées en vrai. Non, ils me l'ont donné comme ça. Ils l'ont massacré, Oui, non mais ces toi, ânes. tu as dû le Les joueurs? massacrer. Non, non, je Ouais. t'assure, j'ai eu l'impression que je me baladais avec ma mère dans les mains. Je faisais attention à tout. Je bougeais pas. J'avais tellement peur. Ouais. Et finalement, mon père l'a amené donc à l'Arsenal. Et ils ont refait le bois. Refait l'angle en bronze, ils l'ont tout poncé, il était magnifique. Je l'ai rendu, il était neuf le truc. Neuf. Flambant Ah neuf. ouais, L'Arsenal de Toulon, ils étaient là à l'époque. Ouais. Ils Ouais, faisaient c'est des vrai, c'est boucliers, vrai. des décodeurs, des décodeurs, des tables, des chaises. Quand Et tu bossais. Ouais. Non, je les taquine, je Non, plaisante. mais bien sûr qu'on les taquine. Oui. Bien sûr qu'on les Et taquine. maintenant, après une carrière de joueur bien remplie, avec des titres, des émotions incroyables, t'es passé de l'autre côté, entre guillemets, t'es devenu entraîneur, manager. Quelles sont les vraies différences maintenant pour toi entre le fait d'entraîner et de jouer? Évidemment, c'est deux postes complètement différents, mais est-ce que tu peux me dire ce qui te manque d'un côté et ce que tu aimes de l'autre? Euh, la grosse différence, c'est que je contrôle plus rien aujourd'hui. Ouais. À partir du moment où il y a le coup de sifflet, il y a le coup d'envoi, tu sers plus à rien. Tu sers plus à rien à minima, c'est-à-dire qu'après tu ne contrôles pas ce que font tes joueurs, tu ne contrôles pas leur choix, tu ne contrôles pas tu peux tout contrôler avant, tout contrôler après, mais pendant, t'es un spectateur en fait, et c'est très compliqué, c'est très dur. Non, ce qui me manque, c'est, je pense, comme beaucoup, hein, de reporter un short, un maillot et d'avoir les coéquipiers à côté de moi, de vivre des émotions, des moments de groupe, tu vois, parce que malheureusement, même quand tu es entraîneur ou manager, tu n'es plus vraiment dans le groupe. Tu vois, tu es en surface. Mais en fait, dans l'intimité, tu y es plus. Tu ne peux plus y être. Surtout quand tu es manager. Ouais, Où tu es amené à faire je des comprends. choix complexes. Et tout ça me manque. Ouais. Ça me manque tous les jours. C'est pour ça que je suis obligé de faire quoi. J'essaie de faire un autre sport à côté qui me permet de revivre ça. Et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Le football américain. Ah, d'accord, ok, tu te régales? Oui, je mets des boîtes, j'ai mon casque, personne ne sait qui y a sous le Ouais. casque, personne ne Ah, connaît très mon bien. âge, personne ne sait rien. Ok. Il regarde juste un Ah, mec en carapace, qui a une armure sur lui. Et après, que t'aies 20 ans, 30, 40, 50, ils s'en foutent, ils savent pas l'âge que t'as. Et donc, ouais, ouais, d'accord. Ouais. ils jouent comme si c'était monsieur tout le monde en face, tu vois. Ouais, c'est Et génial. et Franchement, c'est c'est génial. c'est Ouais. une bonne idée, ça. Ouais, c'est une bonne idée. Et je te demandais, parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de joueurs dans l'émission, et la plupart me disent que ce qui leur manque, c'est pas forcément, tu sais, le match, la compétition, etc. Parce que on en reparlera, mais il y en a pas mal qui en ont souffert de ça. Mais c'est l'ambiance, tu sais, dans les vestiaires. Ah, Tu sais, ce l'intimité, ouais. moment ouais, exactement, où tu as peur, où tu es un peu excité, il y a des regards qui s'échangent. Est-ce que ça te Mhm. manque, ça aussi?
Oui, ouais, j'ai eu des. En fait, j'ai eu la chance d'avoir des vrais moments très forts dans ma carrière et des matchs très forts émotionnellement qui me permettent Ouais, d'avoir des souvenirs à vie, si tu veux. Et oui, il y a ouais. des choses qui me manquent. Il y a des moments de partage, des regards, et puis des prises de décision collectives qui me manquent. Tout ça, ça a été fabuleux à un moment donné, tu vois. Je me rappelle un quart de finale de Coupe d'Europe avec les Saints, tu sais, parce que j'ai joué en Angleterre. Ouais, on va en parler. On joue contre Biarritz en quart de finale à Anoeta. Toute la semaine, tout le monde annonçait qu'on allait prendre une valise, euh, Hmm. à juste titre parce que Biarritz était monstrueux. Et en fait, notre manager, qui était l'ancien entraîneur des Auckland Blues à l'époque, où j'étais quadruple champion là, du Super Rugby, avait fait une préparation de match assez spéciale. On s'était pas échauffé du tout. Et en fait, il nous avait fait nous tenir la main, nous mettre sur la ligne dans le but et regarder les gens. Et en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont insultés pendant 5 minutes. Insultés, de la haine, de la violence. Moi, en plus, qui étais français, j'entendais les Français parler comme ça me rendait dingue. Je me disais, c'est pas possible d'être aussi agressif et méchant, tu vois. Et quand on est rentré dans le Mhm. vestiaire sans s'être chauffé, il nous a mis, alors je sais pas si tu le connais le film L'Enfer du dimanche, Bien évidemment, et, un et ben classique. il nous a mis le discours d'Al Pacino, donc en version originale. Euh, Énorme. il nous l'a mis, si tu veux. Personne parlait et tout le monde était en train de mettre ses chaussures et on se regardait, tu sais, tous. Et on écoutait Ouais. Al Pacino. Et là, quand je me lève et que je mets le casque sur la tête, écoute-moi, je suis devenu anglais. En fait, je me Eh suis ouais. dit, c'est maintenant. La notion de sacrifice, elle va être exacerbée pendant 80 minutes. Et on a fait un match nul, mais c'était nul. C'était pourri. Mais par contre, Ouais. dans le courage, un exemple de courage. Un exemple. Et on est arrivé à battre Biarritz sur un score, mais 8-6, un truc vraiment ignoble. Mais tu te dis, waouh, ça pour le retrouver, comment tu fais, quoi? Comment tu fais Ouais. maintenant? Tu l'as déjà fait, toi? Tu l'as déjà fait pour tes joueurs, ça? Non, j'ai fait plein de choses, tu vois. J'aime bien inventer, en fait. J'aime pas trop copier. J'aime m'inspirer Ok. et inventer les choses parce que j'aime garder le contrôle des choses, tu vois, que je mets en place. Quand l'idée n'est pas Mhm. de toi et que tu fais copier-coller, il te manque un chaînon. Le chaînon, c'est que Mhm. ta tête, D'accord. elle n'y a pas réfléchi, en fait. Elle a juste trouvé une idée très bonne et elle fait un copier-coller. Et à un moment donné, il te manque quelque chose parce qu'en fait, c'est pas toi. Il manque des choses, tu vois. Et donc, j'essaye tout le temps de faire des choses qui ont un rapport avec moi et ma façon de voir les choses et bien sûr qu'il y a des gens inspirants. Je te parlerai d'un coach, si tu veux, qui m'a inspiré, Mhm. mais oui, oui, il faut s'inspirer des meilleurs. Mais après, il faut créer aussi. Et ça, faut pas l'oublier. Mhm. Il Ouais, faut c'est vrai. créer. Et qui est-ce qui t'a inspiré le plus, justement, t'en parlais là à l'instant? Quel manager t'a le plus marqué? Herb Brooks. Ok. Herb Brooks. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, ça me parle pas du tout. Herb Brooks, 1980, JO de Lake Placid aux USA, pleine guerre froide. La Ligue américaine de joueurs de hockey sur glace se met en grève. Plus de joueurs de hockey, donc plus d'équipe nationale, à 6 mois des JO. Et plus d'entraîneur, donc, puisqu'il démissionne. Et là, tu as un ancien international américain qui avait eu une sélection et qui s'était pété le croisé. Donc, fin de carrière Merde. sur sa seule sélection. Herb Brooks. Et cet entraîneur-là est arrivé devant le comité olympique américain en disant, je vais monter une équipe. Et en fait, ils lui disent, avec qui? On n'a pas de joueurs, ils sont tous en grève. Il dit non, je vais monter une équipe avec des jeunes contre 18 et 21 ans qui jouent dans les universités. Ils disent, mais tu vas au casse-pipe, en fait. Tu vas au casse-pipe, tu seras pas compétitif. Et ce mec a créé ce qu'on a appelé le miracle sur glace. Euh, il a créé une armée. Il a pris les meilleurs gamins du pays qui n'étaient pas prêts et il les a rendus compétitifs en 6 mois. Et j'ai jamais C'est- vu un mec avec un management comme ça et avec une force de persuasion comme ça. Il aura fait croire à ces gamins qu'ils étaient la meilleure équipe du monde. Et en fait, il Mhm. les a entraînés comme la meilleure équipe du monde. Et en fait, il les a entraînés à être les meilleurs joueurs du monde pour les Jeux Olympiques. Et c'est À incroyable. les convaincre, Incroyable. j'imagine. Ouais, c'est incroyable. Convaincre et pas que convaincre. Il aura fait vivre l'enfer. Et sauf que moi,
entraîneur de rugby, manager, je vois un manager faire ça, même si c'est du hockey, parce que j'aime le hockey, je le comprends, Oui. tu vois ce qu'il faisait. Ouais. Je me suis dit 10 fois dans le film, c'est un âne, c'est un abruti, en fait. Tout le monde me dit que c'est un génie, mais non, il fait n'importe quoi, le mec. Il est en train de mentalement les détruire, il les met en souffrance, il est dézingue, il est super négatif. Et en fait, à chaque fois, il arrivait à switcher et à trouver la réponse. Et il te montrait la réponse. Et c'était comme s'il te disait, tu vois, tu n'as pas cru, regarde, voilà pourquoi j'ai fait ça. Et en fait, il a été incroyable. Et lui, c'est, je pense, l'exemple de management le plus fort que j'ai vu dans le sport mondial. Ça a été extraordinaire. D'ailleurs, sur Disney+. C'est quoi ça? C'est un film? C'est un film ou une série? Ça a été repris. Non, c'est un film. C'est une histoire vraie qui a été reprise par Disney. D'accord. Et il y a Kurt Russell dedans, qui fait la boxe. D'accord, ok. Qui fait le coach. Et regarde-le, il est sur Disney+. Il est fabuleux. Fabuleux, ce film. Ouais, ok, ça m'intéresse. Franchement, ça m'intéresse. Histoire vraie. Et Eh ben, dans le regarde. rugby, dans ta carrière, qui est-ce qui t'a marqué? Qui est-ce qui t'a inspiré? C'est Il assez peut y en avoir complexe. plusieurs, David. Hein. Il peut y avoir des mecs, tu sais, qui t'ont inspiré sur la façon de gérer un groupe. Ouais, il y a des mecs qui peuvent t'inspirer sur le travail, sur la qualité de travail, tu vois. Je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'est Peter Sloan, l'entraîneur néo-zélandais que j'ai eu en Angleterre. Ouais. Simplement parce que quand je suis arrivé, tu sais, les Anglais, ils marchent beaucoup avec un système de ranking. C'est-à-dire, il y a un classement par poste en début de saison qui est dédié. On te dit, moi j'étais deuxième ligne, tu es le numéro 1, tu es le numéro 2 au poste, tu es le numéro 3, le 4, le 5. Et on était 6, nous, en deuxième ligne. L'année d'avant, j'étais numéro 1. Et là, c'était déjà défini? C'était déjà défini? Ouais, par rapport à tes qualités, à ce que tu es. Et après, plus ou moins, tous les mois, tu avais une réunion et des fois, ils te faisaient descendre, monter. Donc, ça mettait la pression à tout le monde. Mais par contre, quand tu étais dans le ranking, les 3 premiers, c'est toi qui jouais tout le temps. Voilà. Les autres, ils jouaient jamais. Et si tu veux, moi, donc j'étais 1. Je fais une bonne saison la première année. Lui arrive, je fais une réunion avec lui. Il me dit, voilà, j'en ai rien à foutre que tu sois international français. De toute façon, j'aime pas les Français. J'aime pas la France, j'aime pas ce que tu représentes. J'étais comme ça, en train de me dire, waouh, le mec, tu es numéro 6. Et là, je me dis, c'est quoi ce cataclysme? Je sors d'un stage de l'équipe de France, et le mec, il me dit que je suis 6e, deuxième ligne du club. C'est quoi ce truc? Et en fait, il me dit, tes super pouvoirs, la défense, ta touche, très bien, mais je m'en fous. Il me dit, on fera ça. Moi, les Français, j'ai pas confiance en vous. Ah ouf. Oula, c'est chaud ça. Parce que comment tu veux te défendre de ça? Raconte un peu. Eh ben écoute, d'abord j'ai eu le sudiste toulonnais, Mourionnet qui a pris le dessus. Je me suis dit je vais l'enclosquer, je vais sauter par-dessus la table et je vais m'attraper avec lui parce que l'équipe on me parlait comme ça, parler de mon pays comme ça. Et il est dans le jugement. Ça paraît justifié. Sur le coup, complètement. Autant des fois j'ai pas été bon. Et là je voyais pas ce qu'il pouvait me dire alors que je parlais même pas la langue en plus quand je suis arrivé. Et j'avais fait des efforts. Là quand j'étais en face de lui, j'avais appris la langue et tout, tu vois. Et en fait, j'ai appelé mon père, j'ai discuté avec lui, j'ai dit voilà, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit il y a 2 solutions. Tu n'y as pas mis de tarte? J'ai dit j'ai pas mis de tarte. Il m'a dit bon, solution numéro 2, il faut que tu défonces tout le monde. J'ai dit ouais, t'es gentil, mais il m'a dit non, si tu le fais pas, tu ne prouveras jamais que t'es meilleur qu'eux. Tu vas te plaindre, tu vas être là, négatif, bats-toi, montre-leur que t'es le meilleur. Deviens bien meilleur encore que ce que tu l'as été avant. Et si tu veux, ça m'a, j'avais 28 ans, je crois, ça m'a reboosté et refilé un coup de pied au cul en me disant, waouh, nouveau défi là, tu vois. Et en fait, ce mec m'a marqué parce que un jour, après, il m'a fait galérer pendant presque 2 mois, pendant presque 2 mois, il m'a envoyé jouer avec la réserve. Et il me faisait venir m'échauffer par entrée. Ça a été l'enfer pendant presque 2 mois. J'ai fermé ma gueule et un jour, je suis encore 24e, un deuxième ligne se pète à l'échauffement, donc je rentre sur le banc, on joue les Tigres de Leinster, le derby là, je rentre à 15 minutes de la fin, et quand je rentre, je fais un peu en gros l'action du match, Leinster prend la balle, ballon porté à 7-8 mètres de notre ligne, ils avancent, et en fait, d'un coup, je pars en courant de l'autre côté avec le ballon, je leur avais arraché du bol, et je pars en courant de l'autre côté, si tu veux. Et je me barre,
Et en fait, je cours, j'arrive, je sais pas, sur nos 30-35 mètres. Et là, ils me reviennent tous dessus parce qu'il y avait 3 quarts, ils avaient beaucoup plus que moi. Et je te file un shoot dans le ballon. Et on part en course, mon ailier avait suivi et tout. Et en fait, leur arrière arrive. Et à 7-8 mètres de leur ligne, il met un coup de pied, il tape dehors. Sur le coup, touche pour nous. On me lance dessus, je prends le ballon, porté, essai. Et en fait, si tu veux, c'est le tournant du match parce qu'ils auraient pu nous passer devant et là, on les enterre. Et après, on les fait éclater, tu vois. Et à la fin du match, lui, il est venu me chercher, il m'a dit, viens avec moi. Il m'a emmené dans une salle et il m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi je t'ai dit ça? J'ai dit non, non. Et il me dit parce que j'ai entraîné un Français et qu'il m'a menti et qu'il a pas fait ce qu'il fallait. Oui. Ça a été un brigand, ça a été nina. Il me dit, je voulais voir si t'étais pareil. Je dis, t'as mis 2 mois? Ok. Tu étais combien au ranking? J'étais monté à la 4e place, tu sais. J'ai dit 4. Il me dit, ok, à partir de demain, tu redeviens le même. Chapeau là. Ouais. Et après, ça a été une découverte parce qu'il m'a fait de tout. De tout. Il m'a mis de la bière dans les gourdes de bord de terrain, s'il te plaît. Parce qu'il savait que j'aimais pas la Guinness. Ouais. Donc moi, il m'a il m'a appelé cuisse de grenouille pendant presque un an. Ouais. Cuisse de grenouille, il m'appelait. Ouais. Et dès que j'arrivais au bord, je voulais une gourde pour boire. Il me balançait la gourde et il y avait la Guinness. Et je faisais ça, je faisais, putain, tu vois, je le regardais, je faisais, oh. Et il rigolait, il était content, en fait. Ouais. Il était heureux de son délire. Cette anecdote, elle est super intéressante parce que, tu vois, t'as pas traîné ton spleen constamment et tu t'es bougé, t'as essayé de renverser la table en travaillant, à mon avis, davantage sans jamais abandonner, tu vois. Ouais, mais ça a été dur, hein. Ça m'a fait du bien dans ma carrière de prendre un coup de pied au cul comme ça. Tu vois? Ouais, bon, après, faut pas en prendre tous les... Non. Non, mais lui m'a marqué. Lui m'a vraiment marqué, tu vois. Ouais. Ok. Lui m'a vraiment marqué. Et puis Philippe Berbizier aussi, mon premier entraîneur à Bègle-Bordeaux pendant 3 ans que j'ai eu. Et Philippe m'a marqué. M'a marqué parce que je pense que jamais j'aurais fait tout ça si je l'avais pas connu. Il a su tirer le meilleur de moi-même. Il a su il était très, très, très con avec moi. Très, très con. Et en fait, sa connerie, c'était plus de l'amour qu'autre chose, tu vois. Et j'ai mis longtemps à le comprendre. Mais à partir du moment où je l'ai compris, franchement, je suis allé au bout du monde pour lui. D'ailleurs, je pars de Bègle aussi parce que il se fait sortir. Et par fidélité, on est une quinzaine à partir. Hein. Donc c'est que ce mec, il nous avait marqué. Ouais, c'est dingue. Ouais, on part tous. Ah, c'est dingue. Patrice, Colazo, toute la bande. Hein. Ouais, il y avait Patrice aussi avec toi, ouais, c'est vrai. C'est ouais. Et pourquoi il était autant attachant? Qu'est-ce que tu as aimé chez lui en fait? Tout, le fait qu'il soit tout le temps sur moi, qu'il me fasse chier pour tout, il m'emmerdait surtout en fait. Et moi je prenais ça il me saoulait, tu vois, j'ai l'impression d'avoir un deuxième père. Là, t'étais là, il me mettait en colère tout le temps, tu vois. Et en fait, d'un côté, je pense qu'il faisait ça parce qu'il s'inquiétait pour moi, tu vois. J'étais le seul jeune en fait. J'étais le seul vrai jeune qu'il avait dans l'effectif et je jouais devant en plus. Et devant, il avait à l'époque, je pense qu'on devait avoir un des 2 ou 3 meilleurs paquets d'avant du pays. Franchement, on était très dominants. Et parce que sa façon d'entraîner, parce que nous qui on était, tu vois. Et sauf que comme j'étais le jeune, tout le monde s'inquiétait de savoir si j'étais prêt. Tout le monde s'inquiétait de savoir si j'allais être au rendez-vous parce que j'étais un gamin et que Patrice s'en inquiétait, lui s'en inquiétait, Léon Lopi s'en inquiétait. Et en fait, c'est tous ces gens-là qui m'ont poussé, qui ont fait que j'ai voulu m'accrocher et je me suis accroché à eux en tant qu'homme, tu vois. Et c'est pour ça que je suis pas parti à Toulouse en fait plus tôt. C'est parce que je restais là-bas pour moins d'argent parce que j'étais heureux avec eux et que je me voyais pas les quitter en fait. Sauf quand j'ai appris que Philippe n'était pas renouvelé et là on a décidé à plusieurs de se dire c'est la fin. Faut partir. Ok. Voilà. Voilà, donc comme je disais maintenant, tu es manager et tu as eu la chance de participer à une Coupe du Monde en France, ce qui est quelque chose d'incroyable, avec les couleurs du Portugal. Est-ce que tu peux nous raconter les coulisses de cette histoire de dingue, quand même? Parce que personne n'attendait les Portugais à ce niveau-là.
Et il y avait une fraîcheur, il y avait un enthousiasme, il y avait une pêche incroyable. Moi, je te disais juste avant qu'on commence, moi, j'ai regardé la Coupe du Monde pour le Portugal et pour le Fidji. Parce qu'après, et la France, évidemment, bien entendu. Mais qu'est-ce que je me régalais à vous voir jouer. C'était dingue. Alors, à entraîner, j'imagine que ça devait être fantastique aussi. Ouais, c'était génial. C'était génial. Après, je pense que si tu veux résumer cette Coupe du Monde à un seul mot, je te dirais un seul nom, c'est la Gisquet. C'est lui. Ah, génial. C'est lui. En fait, moi, j'arrive 4 mois avant la Coupe du Monde. Lui, ça faisait 4 ans qu'il construisait ce groupe. Il a fait un boulot monumental. Monumental. Lui, Durketti, qui entraînait les avants avec lui, les prépas physiques, tu vois, ils ont fait un boulot monumental. Et moi, quand j'arrive, je pense que j'étais la bonne personne au bon moment par rapport à leurs faiblesses, aux faiblesses qu'ils avaient avant d'aller à cette Coupe du Monde. Moi, quand un jeu très conquête, très défense, très à cheval sur tout ce qui est capacité mentale et tout, je suis arrivé au bon moment en fait. Et quand je suis arrivé, c'est simple, j'ai pris la touche, j'ai tout enlevé, j'ai tout changé, parce que c'était une des plus mauvaises touches du tiers 2, donc j'ai tout changé, puisque ça marchait pas. Et en fait, j'ai changé complètement la philosophie. J'ai créé une touche 100% portugaise, où en fait tout était en portugais dedans. Il n'y a pas de français, pas d'anglais, alors que c'était do, ré, mi, fa, sol, les annonces des portugais avant que j'arrive. Ouais, ok. En français. Donc, ça n'avait pas de sens. Pour dire tu t'es attaché à l'identité, des Portugais, d'accord. Ouais. Et puis, ça a matché terrible. Je suis tombé sur des mecs qui avaient une grosse volonté, et puis on était bien ensemble, en fait. Et puis, comme je t'ai dit, tu avais un magicien au milieu. Patrice est un magicien. Patrice, c'est... je ne comprends pas et je ne conçois pas des gens qui parlent mal sur lui parce qu'il se fait... Comme tout mec à un moment donné influent dans le rugby français, il se fait défoncer. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais te dire. Jalousie, pas tout. Patrice, il a été magique. Tu sais quoi? 4 mois avec lui, 4 mois. Alors que j'étais manager juste avant. Hein. Donc oui, c'est ça. Exact. Lui, il manageait, si tu veux. 4 mois. Il n'y a pas une fois en 4 mois où quand il a dit quelque chose, où il a fait quelque chose, je me suis dit, tiens, je pourrais pas faire ça comme ça. Ouais, et ce qui est affolant, c'est que quand j'ai eu des idées, en plus, par rapport au projet, à tout ce qu'il avait mis en place, tu vois, je lui disais. Il disait rien du tout, il écoutait. Et puis, 48 heures après, il te disait, bon, alors on va faire ça l'entraînement. David, il a dit ça il y a 2 jours, j'y ai réfléchi, donc on va faire ça. En fait, il s'inspirait du meilleur de ce que tu lui disais. Tout le temps, il t'écoutait tout le temps. Et moi, quand je lui disais, Patrice, j'ai besoin de 15 minutes pour faire ça. À aucun moment, il m'a dit, mais tu vas faire quoi? Aucun moment. D'accord. Il m'a fait confiance absolue sur mes secteurs et on a été, les joueurs ont été énormes. Énormes, ils ont été dantesques au Coupe du Monde. Tu vois, quand tu vois que l'alignement qu'on avait, la hauteur qu'on avait, parce qu'on n'était pas grand, et qu'on finit 4e touche de la Coupe du Monde, c'est qu'à un moment donné, on avait quelque chose, tu vois. Bien sûr. Et ce quelque chose, c'est 4 mois à les entraîner, comme on entraîne des juniors en début de saison, faire des lifts. On a fait que des lifts pendant des semaines. Puis on arrivait face au mec. T'es reparti jusque-là? T'es reparti jusqu'aux fondamentaux, le lift, le pied, le travail de pied des sauteurs, le lift le lift des soutiens, tout. Et donc, on arrivait et on compensait notre manque de taille par la projection. Donc, on projetait tous nos sauteurs en l'air et on arrivait à atteindre des hauteurs qui étaient pas du tout ce qui aurait dû être, tu vois. Et pour te donner un exemple, contre l'Australie, je joue sans mon capitaine de touche qui se blesse à l'entraînement la semaine, José Madera, joueur de Grenoble qui est extraordinaire. Et en fait, le capitaine de touche sur le match, il s'appelle Martin Bello, il joue là-bas au Portugal. C'est un jeune, tu vois, 22 ans, 1m80, 12, Martin à peu près. Et en fait, en discutant avec lui, je lui ai dit, tu vois l'alignement des Australiens, il y a Arnold, il fait 2,8, et il y a Frost, il fait 2,6. Tu deviendras un bon joueur de rugby le jour où tu t'annonceras un ballon sur place au milieu de l'ordre de bloc.
Et à un moment Ouais, c'est donné, je bien les vu. vois se placer, je le regarde, et quand je le regarde faire, je dis, il va pas le faire quand même. Il va pas faire ça, il est entouré par les 2 blocs australiens. Et là, Il leur a pris un, sur le nez. un truc, à la télé, une image, le lancer est parfait, mais en fait, tu vois les 2 blocs australiens qui montent, et d'un coup, tu vois Martin Bello qui sort du milieu, projeté, qui va au-dessus des Australiens et qui prend le ballon. Et là, l'image, quand il fait ça, je regarde mon banc, tout le banc me regarde en me disant, ça y est, il a grandi. Il est devenu un homme. Ouais. Et c'était génial. À la fin, il m'a Ouais. sauté dans les bras et tout. Hein. On a perdu, mais il m'a Ouais, sauté mais dans les bras en me disant, c'était fabuleux, tu vois. ouais, tu devais être fier parce que ça valorise aussi ton Ouais. travail, tu vois. C'est quelque chose qui est incroyable. Et Ouais. justement, suite à cette aventure de dingue, tu as quitté le Portugal pour rejoindre la Roumanie. Est-ce que tu l'as fait de suite d'ailleurs ou tu t'es laissé un Non. temps de réflexion? Et pourquoi quitter un groupe qui était en pleine évolution, qui était au summum? Est-ce que pour toi c'était la fin d'un cycle? Pas forcément, parce que je venais d'arriver à 4 mois. Mais ça a été une preuve de loyauté pour moi. Parce que Patrice Oui, une fin partait. de cycle de joueurs, je voulais dire, pardon. Tu Ah, sais, ton non. groupe, depuis quelque Bon, temps déjà, il... il y a quelques joueurs qui ont arrêté, mais ils ont repris derrière, donc pas forcément. Je savais que le groupe allait être D'accord. meilleur les années futures. Mais en fait, Patrice Mhm. partait. Et c'est Patrice qui m'a fait venir. Et, Ok. et rester sans lui, j'avais l'impression de voler son enfant, tu vois. Et Ouais. en fait, ça m'angoissait rien qu'à l'idée de faire ça. Et donc, en D'accord, fait, ok. je l'ai pas fait. Donc, même s'il y a eu des discussions et tout, j'ai préféré pas le faire. Et après, la question que je me posais, c'est est-ce que je reviens sur un club français ou pas? Parce que, Ok. tu vois, après Montauban, je voulais pas revenir de suite, j'étais pas prêt. Ouais. L'expérience portugaise m'a fait un bien fou, mais même, j'ai des clubs français qui m'ont appelé derrière, mais je m'estimais pas encore prêt. Et c'est pour Ok. ça que j'ai cherché une expérience à l'international qui est très différente. Tu Ouais, ouais, là, tu as choisi encore une nation avec beaucoup de défis à relever, tu vois. vois. Ouf, ouais, ouais. D'ailleurs, je voulais te C'est, demander, est-ce que tu as ressenti en défendant les couleurs du Portugal un manque un peu de considération ou un petit manque de respect euh, par les organisateurs, par tout ça? Par exemple, moi, je te pose cette question parce que tu sais que nous aussi, avec l'Algérie, on a essayé de se qualifier Mhm. en Coupe du Monde et qu'on a joué dans des conditions incroyables. On devait faire trois matchs en 8 jours, tu vois, par exemple. Clairement, tu n'es pas à la Ok. même école. Les gens ne te le font pas sentir, mais comme t'es pas chiant, parce que t'es pas chiant en fait, t'es pas emmerdant, Ouais. t'es pas égocentrique, t'es pas, eh ben en fait, ils te calculent pas trop finalement. Et finalement, tu te dis, est-ce qu'il faut pas des D'accord. fois être con pour montrer que t'existes et que t'es là, tu vois? Parce que j'ai connu des Ok. nations là, à la Coupe du Monde qui étaient affreuses, hein. Affreuses, affreuses. Comme Alors qui, que nous, raconte-nous un peu. non, mais si tu veux, on était protégés par le GIGN. On avait 4 membres du GIGN. Et donc, on avait toutes les infos de toutes Mhm. les équipes GIGN des nations. Et en fait, on savait que D'accord. tu avais des mecs du GIGN qui étaient avec l'équipe japonaise, par exemple. Ils mangeaient tout seuls dans une salle. Il y avait une table, il y avait que Ah, eux. voilà, ok, En- d'accord. Ils Ouais. calculaient par personne. Il y a des nations qui disaient pas bonjour aux mecs. T'as des nations qui faisaient ils les prenaient pour des larbins. Alors que c'était des mecs qui étaient là pour Ouais. protéger, tu vois. Et c'était hallucinant, tu vois. Ouais. Et après, après, il y a un truc moi qui m'a dérangé, c'est que je trouve que sur cette Coupe du Monde, on est quand même arbitré comme une petite équipe en fait. Ouais, Et voilà, et notamment. et C'est ça. il y a des choses qui pour moi ont été anormales. Le Ok. cas, c'est quand on joue l'Australie. On joue l'Australie, qui est le match un peu charnière pour nous après le match nul face à la Géorgie. Euh, de où tu me mets un arbitre géorgien quand même? De où c'est un arbitre géorgien Ouais. qui nous fait contre l'Australie? Il y a combien de nations qui ont des arbitres de haut niveau qui avaient la Coupe du Monde? Mets-moi un mec qui n'a rien à voir avec une équipe de la poule, et à un moment donné, personne ne voulait avoir cette dernière place. Et il Quand savait tu que me dis ça, nous, ça me paraît évident en vrai, tu vois, c'est bah, ouf. eh ben écoute, on a eu ce brave arbitre géorgien qu'aujourd'hui a le vent en poupe, hein, tout le monde le bat au niveau international. C'est simple, à la Mhm. fin du match, je crois qu'avec Patrice, on a envoyé 21 ou 22 clips. Ah non, Ok. mais, et si tu veux, le pire, c'est on envoie 21, 22 clips, et qu'on nous a dit vous avez raison, là vous avez tort, là vous avez raison. Et en fait, sur des vous avez raison, c'est carton rouge à la 4e minute, carton rouge à la 8e minute.
Donc, c'est-à-dire qu'à la 8e minute, les Australiens ils sont à 13. Et en fait, quand tu lis, on est là, d'accord, là, tu te dis, waouh, d'accord. C'est pas le même match, là. Pas le même match, Mais non, du ça tout. change tout. Mais après, ouais, c'est facile d'analyser. Enfin, c'est plus facile de reconnaître ses erreurs une fois que, tu vois, tout est terminé, il n'y a plus d'enjeu. Non, mais c'est pas lui. C'est même pas c'est même pas le J'espère que danger, moi, hein. ouais, Ah, le problème, c'est même pas lui. Il t'envoie des amis à nous qui sont des arbitres français, qui s'occupent du niveau international, qui eux font ouais, leur boulot, tu vois. Et c'est lui. d'accord. Même pas Ouais. rien dit. Patrice a failli péter un câble à la conférence de presse. Péter un câble. Oh, ça a été, Ouais. et là, on s'est dit, mais nous, vraiment pour Ouais, des c'est clébards. malheureusement des choses qui. Ouais, il y a encore des petites équipes probablement dans la tête des arbitres et forcément ils sont influencés. L'Australie, ça fait partie du top 5 ou ça faisait partie du top 5 mondial. Alors les Portugais, ils vont pas nous enquiquiner, quoi, entre guillemets, tu vois. Franchement, Ça a été je dur, pense hein. que, ça- Je sens que tu l'as encore au travers de la gorge. ouais, mais franchement, tu revois la deuxième mi-temps, Mehdi. C'est un scandale, hein. Tu le regardes, tout le monde l'a dit, mais même nous, tu le vois, on les massacre. On les Non, mais il me massacre semble, devant. il me semble avoir vu et t'as raison, hein, t'as raison. On voyait, on On, voyait on a vu un truc lunaire, Mehdi. l'arbitrage à deux vitesses, quoi. Ouais. On prise de balle à 10 mètres de leur ligne, des Australiens. On leur fait un porter, on leur roule dessus dans le côté fermé. Ils ont leur talonneur qui nous plaque le ballon porté par derrière. Il nous le plaque, il nous plaque. Mhm. Le joueur qui avait le ballon et qui drivait le porté à 3 mètres de la ligne. Donc il nous fait tomber le mec qui a le ballon alors que le porté va dans le but. Là, coup de Alors sifflet, que ça allait au bout, hein. carton jaune au talonneur australien. Pas d'essai de pénalisation, s'il te plaît. Ouais, c'est. Alors que le mec fait une faute cynique. Tu lui mets un jaune, faute cynique, alors que ils peuvent pas nous arrêter. Carton jaune. Et en fait, t'es là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Carton jaune et pas d'essai derrière, tu vois. Non, pas d'essai. Pas d'essai de Il nous pénalité, revient rien. une C'est ça qui pénalité est. au moment du plaquage, à 5 mètres de la ligne. Sur un coup, Eh ouais. reballon porté, on re-avance dans le côté fermé, ils refont une faute, pénalité pour nous. On reprend le ballon en touche, on avance, on est en train de le rouler dessus. Mon joueur qui ferme, qui a la balle, veut partir pour marquer, il fait un en avant. Quoi, il fait un en avant en aplatissant, Mhm. en avant, et mêlé pour eux. Génial. Comme tu vois le truc, tu vois. Et là, t'es là, tu te dis, waouh. Ouais, voilà. Ouais, Voilà, c'était donc ça, là, c'était ça en fait le sens de ma question, c'était que j'étais sûr que tu allais me parler notamment de l'arbitrage parce que c'est une réalité malheureusement, tu vois. David, quel type de manager tu penses être? Comment tu te définirais toi? jusqu'à il y a encore un an et demi, je te dirais humain. Euh, Depuis un an et demi, je me considère honnête. Et c'est très différent Ok. pour moi. Parce que quand tu es humain, c'est pas que t'es malhonnête, mais tu mets toujours des formes à tout, en fait. C'est que t'as peur de blesser l'autre. C'est que, en fait, pour lui dire blanc, ben, tu tournes par tous les recoins Mm. de la discussion, de la communication. T'es là, tu cherches le moment pour lui faire passer le message, truc, et t'as peur que ça soit dur. Et en fait, tu vis l'enfer parce que tu es là, tu cherches les moyens de lui faire comprendre, de lui dire. Et ça m'a fatigué. Après ma dernière expérience en Pro D2, où j'ai eu des gens hyper malhonnêtes en face de moi, et je me suis dit, en fait, ce qui marche, c'est d'être honnête, mais très direct. Et au moins, tu perds tout le temps. Tu plais pas, tu plais pas. De toute façon, même si t'es un bon mec, t'as une majorité, pas une majorité, t'as un nombre certain de personnes qui diront que t'es un bon mec. Parce que le rôle est comme Ouais. ça. Parce que tu les as pas fait jouer, parce que tu leur as dit non à un moment donné, parce que t'as pas augmenté le contrat de 100 euros, parce que t'es pas content de travailler son agent, parce que tu veux pas qu'il parte en vacances le lundi, mais plutôt le mardi. Et en fait, de suite, t'es l'ennemi des gens et ils te prennent pour une pauvre type. Alors que si t'es honnête, eh ben, quoi qu'il arrive, que tu plaises ou tu plaises pas, au moins, je me fatigue plus à passer par 4 chemins. Maintenant, je dis des trucs but en blanc. Ça plaît, ça plaît pas. Mais écoute, tant pis, hein. Et au moins, on pourra pas me dire que j'ai pas été honnête, tu vois. Et donc Ouais, voilà, exact. donc aujourd'hui, je suis avec mes joueurs et mon staff.
100% honnête dans ce que je leur dis. Je suis heureux, je les aime, je les aime pas, je les aime pas. Je leur dis la vérité. Et franchement, ça marche du tonnerre. Je peux te renseigner à des mecs qui sont avec moi, parce que tu en connais surtout un, je pense que c'est Benjamin Lapierre. Oui. C'est une bouffée d'oxygène pour tout le monde d'avoir quelqu'un qui manage comme ça. Et moi, j'aurais aimé avoir ça en face de moi, tu vois, quand j'étais joueur. Ouais, Et c'est j'ai pas vrai. eu forcément que des gens honnêtes. Et on va en parler, notamment, tu vois, de la santé mentale des joueurs, etc., un peu plus tard. Mais c'est vrai que déjà pour toi, ça doit te faire du bien. C'est-à-dire que au moins tu es aligné, tout est clair et c'est carré. Et tu sais, même le joueur, au final, il peut être satisfait, même si parfois c'est dur, parce que quand un coach il te dit que tu es une pompe, c'est difficile à encaisser. Mais au moins tu peux, voilà, t'adapter, tu sais ce que tu dois travailler, tu sais ce qu'il en est en vrai. Comment tu t'organises, toi? Est-ce que tu es quelqu'un qui délègue beaucoup ou t'aimes être acteur à 100% dans ta façon de manager? La phrase que je dis beaucoup, c'est je laisse de la liberté sous contrôle. En fait, tu es en liberté, mais je t'ai mis un bracelet électronique à la cheville. Dans un cadre, quoi. Tu laisses une certaine liberté Ouais. dans un cadre. En fait, Ok. je crée le cadre. Je crée le cadre. Mhm. Et dans ce cadre, ils ont toute la liberté qu'ils veulent. Mais après, je me dois de D'accord. contrôler un minimum les choses si je veux être cohérent avec mon projet, avec ce que je suis. Sinon, je vais regarder une équipe jouer, je vais pas me retrouver dans cette équipe. Et c'est ça le plus dur, tu vois. Ok. Donc, et ça m'éclate parce que je dois me renouveler, je dois réfléchir plus. Par contre, j'écoute beaucoup, tu vois. J'écoute beaucoup je me pose beaucoup de questions sur ce qu'ils en pensent, sur ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, qu'est-ce que vous en pensez, trucs. Eh ben, des fois, c'est Benji qui a une idée, des fois, c'est Raph, Saint-André, des fois. Tu vois, et au moins de suite, je réagis, je fais en fonction aussi, tu vois. Mais Ok. ouais, le cadre, je le Et, pose. ok. Et le cadre, tu le définis comment? Parce que par exemple, tu vois, durant mon expérience à Oyo, Christophe Furios, lui, mettait en place un conseil des sages, tu vois, Ouais. qui renouvelait régulièrement, pour justement avoir un feedback des joueurs, parce que c'est important. Si l'entraîneur est trop autoritaire, prend pas en considération quelques idées, quelques besoins des joueurs, c'est délicat. Donc, comment tu le crées, toi, ce cadre? Alors, je t'avouerai que moi aussi, on a tous utilisé ce système de conseil des sages. Ouais. Le problème, c'est que je trouve que c'est de moins en moins adapté aux générations actuelles. Parce qu'aujourd'hui, D'accord. si tu leur ouvres la parole et que tu leur demandes leur avis, qu'est-ce que tu as dans les 10 secondes qu'a suivi? Des plaintes. De suite. Ok. Et ça, et truc, et il n'y a pas cette Il pâte, n'y a jamais rien qui et va, il il n'y fait a jamais rien chaud, qui et il est... fait froid, et vraiment, et en fait, tu perds du temps à générer des problèmes que tu as toi-même créés parce que tu as ouvert la parole à des mecs qui sont les leaders, mais des fois, c'est toujours souvent des mecs de caractère. Donc, c'est souvent des mecs Mhm. qui ont des revendications, qui plus ou moins font la gueule s'ils jouent pas, ils peuvent être influents vis-à-vis des autres. Donc, là, aujourd'hui, ce que je fais, c'est plus des conseils des sages, c'est des conseils d'information. C'est-à-dire que je prends les leaders du groupe et je les informe de plein de choses importantes sur la semaine. Donc là, on va aller faire la récup à tel endroit, on part à telle heure. Voilà pourquoi on fait ça. Là, vous ne sortirez pas après l'entraînement parce que on veut que vous soyez en récup à telle heure. Et en fait, c'est que de l'informatif. Et après, très souvent, je leur dis, et vous avez quelque chose? Mais je t'avouerai qu'ils me disent, non, non, coach, c'est bien, c'est top. Après, des fois, ils me disent, coach, est-ce qu'on pourrait aller faire un resto en ville tous ensemble? Et là, comme je suis tout le temps avec le staff, c'est de suite, hein, je vais pas attendre une heure on se retourne, on se regarde. Si vous en pensez quoi, les mecs? Les mecs, ils disent, ouais, le DAF, ça leur ferait du bien, ils le méritent. Ok, ben, vous y allez. Par contre, à 21h30, tout le monde est rentré. Tu vois? Et en fait, si tu veux, c'est plus dans ce style-là. Mais après, franchement, passer la pantomime à tout le monde, en disant qu'est-ce que vous en pensez et trucs, et en fait tu perds ton pouvoir et ton leadership. C'est-à-dire que tu es un coach D'accord. qui demande l'avis de tes joueurs pour comme si tu n'avais pas confiance en ce que tu créais et ce que tu faisais. Tu vois ce que je veux dire? Il faut trouver Ouais. le juste milieu, qui comprennent que tu sais ce que tu fais et que
tu leur laisses de la liberté sous contrôle. Encore une fois, tu vois, et c'est pas péjoratif du tout, hein. C'est que je tiens mes joueurs, je tiens mon staff, mais aujourd'hui, ils n'ont pas tous les droits. Non, il y a un boss, il y en a un, il n'y en a pas 12, tu vois. Parce que si jamais à un moment donné ça marche pas, qui c'est qui va sauter? C'est le boss. C'est Bibi. Ouais, c'est le boss. Et si ça marche pas comme... sur des choix que t'as pas pris toi, compliqué après. Ouais, t'as raison, c'est vrai. C'est vrai. Et tes leaders, ce sont toujours les mêmes. Parce que lui, par exemple, ou d'autres coachs qui avaient la même méthodologie, prenaient, tu sais, un jeune, un anglais, ouais, joueur étranger. Tu sais, il essayait de faire un mélange et ça changeait à peu près tous les blocs. C'était une façon, à mon avis, pour lui, d'impliquer un peu tout le monde. Ouais, je fais pareil, ça. Je prends des profils, en fait, du jeune. En Voilà, fait, je pars du principe que j'ai 3 tranches d'âge. Les jeunes, les intermédiaires et les vieux. Que j'ai des purs roumains, des naturalisés, des mecs qui jouent dans des gros clubs, des mecs qui jouent dans des petits clubs, des mecs qui jouent en France. Donc j'essaye d'avoir un profilage des gens. Voilà. Et ça, oui. Et après, je les change, pas forcément, parce que s'ils sont là, c'est que tu as une croyance en eux. Et si jamais cette croyance-là que tu leur donnes, parce qu'il y en a qui ont besoin de croyances, qui ont besoin que tu leur fasses confiance, mais si ces gens-là, au bout de 2 semaines, ils font plus les réunions et c'est quelqu'un d'autre, ça peut leur faire plus de mal qu'autre chose. Ouais, parce qu'en fait, ils vont se dire, en fait, tu vois, je suis comme tout le monde. C'est comme si tu retirais un peu le brassard à ton capitaine, d'après ce que je comprends. Un peu, tu lui retires une confiance que tu lui as donnée, en fait. Et ça, je suis pas très fan. Après, comme je t'ai dit, il y a des formes de management adaptées à tout le monde en fonction des projets, de la vision et tout. Là, je suis en Roumanie. Les Roumains marchent au gant de fer. Clairement. Je suis pas adepte du gant de fer. Par contre, de l'honnêteté froide, ça ouais. Ça, là, je te balance. Je me lève le matin, écoute, moi, j'ai 0 angoisse. 0. Parce qu'en fait, il n'y a pas un truc que j'ai pas dit à mon joueur ou à un de mes coachs. Tu vois, à mes coachs, tu vois, quand j'ai dit que pendant la séance, j'ai un coach qui a fait de la merde, dès la fin de séance, je lui ai dit, mais moi, t'as fait de la merde, là, qu'est-ce que t'as branlé? Et il va me dire de suite, il va me dire, ouais, t'as raison, putain. Et sur le coup, je m'attendais pas à ça. Je dis, ouais, mais il faut que tu réagisses comme ça. Tu peux pas laisser faire ça ou tu peux pas. Et là, il me dit, ah, t'as raison, les trucs. Et c'est fini après. Un quart d'heure après, on se filait un thé ensemble et on rigole, tu vois. Et tu parlais justement, tout à l'heure de la santé mentale des joueurs. Tu sais, on en parle beaucoup là maintenant et de plus en plus, peut-être parce que la parole se libère. À ton avis, pourquoi, et on va parler plus largement, pas que du rugby, même si c'est un domaine qu'on connaît très bien tous les deux, pourquoi de plus en plus de sportifs souffrent de dépression, de burn-out, alors que aux yeux du public, tu vois, ce sont des sportifs, donc déjà c'est une qualité, ils gagnent bien leur vie, il y a du public, il y a du monde, tu vois, tu es dans le star system. Comment, à ton avis, selon toi, comment ça se fait qu'il y a de plus en plus de mecs qui en ont ras-le-bol? Je parlais avec Maxime Mermoz l'autre jour, et il me disait qu'il y a un paquet de mecs qui se languissent d'arrêter le rugby. Alors, tu peux me dire, oui, mais c'est des lâches, ils ont qu'à arrêter. Mais c'est des mecs, en fait, qui ont des crédits, qui vivent sur un rythme qui est élevé, qui sont pris par l'argent et plus forcément par la passion. Je pense que la réponse, c'est dans ce que tu viens de dire. Avant, on n'était pas sûr. Je suis désolé. Non, désolé. Non, mais du tout. Ne sois pas désolé. C'est que la réalité, c'est ça. C'est que les joueurs de rugby aujourd'hui, pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, ils sont pas passionnés par ce qu'ils font. Ils aiment pas viscéralement le rugby, comme à un moment donné, il y a des générations qui l'ont aimé. En fait, ce sport-là, tu dois l'aimer. Aujourd'hui, c'est devenu un job pour beaucoup. Alors qu'avant, c'était une passion et on te rémunérait pour faire ta passion. Et donc, tu avais une approche tellement différente de ce sport. Tu en faisais quelque chose de divin. Aujourd'hui, ils en font une névrose. Parce qu'en fait, dans ta passion, dans ton sport, il y aura des moments où c'est bien, il y a des moments où c'est moins bien. Mais quand il y a des moments moins bien et que c'est viscéralement ta passion, tu te renouvelles et en fait, à un moment donné, tu combats les mauvais côtés parce que tu veux tellement profiter des bons côtés et des choses que tu aimes que
tu trouves des solutions et tu es obligé toi-même de te renouveler. Aujourd'hui, tu sais quoi, tu prends une équipe professionnelle, je sais même pas s'ils savent contre qui ils jouent le week-end par moment. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas s'ils sont capables de me dire qui est le mec en face d'eux. Qui est ce mec? D'où il sort? Son parcours? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Mais putain, mais moi j'avais tellement peur d'être bidon face au mec que j'ai en face de moi. Oh, je savais tout, même la pointure de chaussure des mecs, quoi. C'était, c'était abusé, tu vois. Et là aujourd'hui, tu vois, quand je suis à Canal ou que je suis à Sud Radio et que on parle d'un joueur, eh ben, on me parle d'un joueur, je vais être capable de te dire, il a été formé à tel endroit, il a joué à tel endroit, puis il s'est blessé au genou, et puis il a fait ça. Et les journalistes, après, ils me disent, mais comment tu sais ça? Parce qu'en fait, ils remarquent que j'ai pas de notes, en fait. C'est que c'est simplement que j'aime le rugby. Donc, en fait, je me renseigne sur les gens, en fait. Je me renseigne sur leur vie. Qui sont, d'où ils viennent, leur parcours de vie, comment ils sont retrouvés là, parce qu'en fait, quand tu les as en face de toi, ça te fait comprendre, des fois, comment arriver à contrecarrer leur façon de jouer ou comment arriver à trouver des solutions. Ou quand tu les as avec toi, que tu les recrutes, tu sais qui tu recrutes. Tu vois, un mec comme Quentin Witt, qui est un joueur de devoir, un combattant comme on n'a pas, mais les mecs, ou il est aimé ou il est détesté, mais ceux qui le détestent, c'est ceux qui aiment pas la vérité. Parce que la vérité, c'est que c'est un combattant. Et un combattant, tu l'acceptes comme il est. Parce qu'il combattra tout le temps, en fait. Mais ce minot, il a un parcours de vie extraordinaire. Il s'est fait mais dans la merde, dans le dur. Et les gens ne le respectent pas. Mais ils sont barges. Et c'est là où, en fait, les nouvelles générations, Mehdi, ils sont très fragiles, en fait. Parce que tout est négatif très rapidement. Aujourd'hui, tu sais, je te donne un exemple. Quand tu as un joueur en face de toi, il te demande 10 choses. Tu lui dis 9 fois oui. Sur le 10e truc, tu dis non. Le mec, il sort de la réunion qu'il était avec toi. Qu'est-ce qu'il va se souvenir? Celui où tu as dit non. Parce qu'en fait, il fait un focus sur la négativité. Au lieu de se dire, bon, putain, quand même, il m'a accepté ça, ça. Bon, là, il a dit non, mais bon, ce que j'ai là, c'est les... Eh ben non. Eh ben, t'as des gens, ils vont dire, lui, Gérard, c'est un trou du cul, parce qu'il m'a dit non pour faire ça. Mais il y a 9 trucs où je t'ai dit oui avant. Et en fait, c'est ça, Mehdi. Aujourd'hui, je pense que on s'est créé une fragilité en ne mettant plus le rugby à sa vraie place. C'est-à-dire, c'est un sport et c'est une passion. Une passion qui nous permet de vivre, de faire vivre nos familles, d'être rémunérés, et nous permet de profiter de moments extraordinaires. Et aujourd'hui, tu as l'impression que c'est un job. Les mecs se plaignent, ouais, truc. Ils veulent voir ce que c'est la vie de ma mère qui prend un SMIC pour nettoyer de la merde toutes les semaines. Ils savent ce que c'est la vie, la vraie vie. Et qu'est-ce qu'elle doit dire à ma mère? Qu'est-ce que les gens comme ma mère doivent dire? Ils vont, en fait, quand ils nous regardent, hein, qu'est-ce qu'ils doivent dire? C'est quoi ces mecs? C'est quoi cette mentalité de merde? Ils se plaignent tout le temps, ils sont jamais heureux. Le positif, ils le prennent que quand ils ont gagné. Dès que ça perd, c'est tout le temps la faute d'un autre. Faut virer l'entraîneur en permanence. Ils sont fous, ces mecs. À un moment donné, la réalité, elle est là. Et on s'est créé beaucoup de problèmes, Mehdi. On s'en est créé beaucoup. Pour moi, je comprends, bien sûr, et je respecte complètement ton opinion. Est-ce que tu crois pas aussi que le rugby est devenu plus violent, que ce soit même vis-à-vis des entraîneurs que les joueurs? Est-ce que t'as pas l'impression que les joueurs maintenant servent de, peut-être que j'exagère et je te laisserai répondre, tu vois, de bétail un petit peu, ils passent de club en club, ils enchaînent de plus en plus de matchs, parfois on prend pas en compte leurs considérations, l'intégrité physique. J'en parlais aussi, toi en Angleterre, tu as dû voir quelque chose de différent, c'est-à-dire que si tu es blessé en France, ça dépend la façon de manager, mais si tu es blessé en France, parfois tu es mis à l'écart du groupe, alors qu'à l'étranger ou dans certains clubs maintenant, bon ben tu vas porter l'eau, tu participes, tu restes connecté, tu restes avec les types. Donc tu vois, cette accumulation de choses là aussi est peut-être violente pour les sportifs. Mais peut-être que je parle comme un enfant gâté entre guillemets. Tu vois ce que je veux te dire? Non. C'est que il y a des mecs qui sont fragiles, mais ils sont fragiles en fait. Et ils sont fragiles et ça ne fait pas d'eux des méchants mecs.
Et en fait, dès qu'il va se passer ce genre de choses, ça va les toucher. Et je le comprends. D'autres qui vont aller chercher le négatif dans les situations pour créer du négatif. Et en faisant ça, eux, ils génèrent du conflit parce que ça leur plaît. Et ça te fragilise les mecs qui émotionnellement peuvent être touchés plus facilement par ce genre de choses. Et c'est là où, en fait, pour moi, le groupe et la qualité des joueurs, c'est de faire attention à ses coéquipiers. Et c'est là où ils font plus attention les uns aux autres. Aujourd'hui, pour beaucoup, ils sont incapables de savoir comment va l'autre dans sa vraie vie. Nous, à Toulouse, en 2000, écoute-moi, Mehdi, il rentrait un mec dans le vestiaire, on se regardait, on savait. On savait qu'il y avait un truc. Parce qu'on faisait attention les uns aux autres. Et qu'on respectait nos forces et nos faiblesses. Parce que des fois, il y en a qui sont plus faibles, d'autres plus forts, sur certains aspects. Et en fait, c'est comme ça. C'est comme ça. Et aujourd'hui, si tu veux, j'ai l'impression que souvent les leaders positifs, il y en a de moins en moins. Donc il y a beaucoup de leaders négatifs maintenant qui se nourrissent de la négativité et de la confrontation et tout ça. Et en fait, en faisant ça, ils fragilisent, je te dis, l'édifice du vestiaire et la relation. Tu vois, moi, à Montauban, écoute-moi. Écoute bien, si les 2 années que j'ai passées là-bas, j'avais enregistré les réunions que j'avais fait avec des joueurs en bi-à-bi ou staff et joueurs, mais ils s'étripent, les mecs. Ils s'étripent. Mais c'était, je balance sur tout le monde en permanence. Et après, je les voyais le lendemain se faire des grandes claquantes, des grandes bises, se faire des grands cafés des familles, comme si c'était les meilleurs amis du monde. Et à un moment donné, quand je les regardais faire, au con, je les regardais, je me disais, comment ils font? Comment ils font? Oh, écoute, je vais te raconter un truc. J'ai commenté un match pour Canal+, et je vois un entraîneur adjoint avant le match, je le vois, il vient me voir, et il me balance sur son manager, mais il me le détruit. Il me le massacre. Et là, donc sur le coup, pendant 10 minutes, il balance sur lui. Je monte en haut dans la cahute où je vais commenter le match. Et là, je vois le manager qui sort du vestiaire, qui va voir l'adjoint, et là, ils se prennent dans les bras, et qui rigole. Et l'adjoint, il prend le manager comme ça par la tête. J'ai regardé, je me disais, voilà notre vie actuelle du rugby. Voilà le truc. Tu balances sur un type, le type arrive, et tu fais le faux cul. Tu le serres dans les bras, tu lui fais une câlin. Oh, con. Ouais. David, les relations sont faussées et t'es pas, tu le sais très bien. L'argent a fait que chacun veut rester à sa place. L'argent ou pas en vrai, mais chacun veut rester à sa place et est prêt à tout pour y rester. Tu vois, donc c'est. Je branche mon ordi en même temps, il y a rien, t'inquiète pas. Vas-y, aucun problème. Prends le temps. Prends le temps. Non, c'est bon. Ouais, c'est oui. Les relations sont faussées mais c'est l'humain qui est comme ça. Et l'humain actuel, je te parle. Mais le problème, c'est que après, je comprends pourquoi il y a un mec comme Max qui est obligé de faire des vidéos pour donner confiance aux gens, pour leur ouvrir les yeux, pour travailler sur ça. Pourquoi toi, tu te retrouves aujourd'hui derrière une caméra à faire un feedback sur avec des gens, mais tu parles beaucoup de relations humaines, d'émotions, de trucs. Et pourquoi? C'est ce que j'aime. Mais oui, t'aimes ça, mais parce que t'as été élevé comme ça. Et aujourd'hui, les rugbyman qu'on a élevés, ils sont plus comme ça. Alors je te dis pas, je fais pas une globalité. Il y en a qui sont très bien. Et après, quand il y a des trous du cul, faut leur dire que c'est des trous du cul. Faut pas. Tu vois, je te donne un truc. Quand j'ai pris la Roumanie, dans mon premier mois, j'ai viré 4 joueurs, Mehdi. Pourtant, tu me connais quand même. Tu me connais, tu sais que je suis très sur l'humain et tout, et même si voilà, très sensible, très humain. Par honnêteté, j'ai viré 4 mecs. J'ai dit à des mecs, prends tes affaires. Pourquoi C'était des poisons dans un groupe où tu pensais que ça allait tirer les mecs vers le bas? Parce que c'est une maladie que tu as dans ton groupe. Si tu les laisses, ils vont infecter les autres. Exactement. Et donc, si tu veux, ils balançaient sur leurs coéquipiers. Ils balançaient sur mes adjoints. Il y en a un en roumain qui a balancé sur un de mes adjoints, alors que mon adjoint était en pleine vidéo. Un de membres de mon staff roumain l'a entendu. Il est venu me le dire. J'ai appelé mon adjoint. Je lui ai dit, lui, il a dit ça.
J'ai dit, donc je le convoque. Il y avait tout mon staff, je l'ai convoqué. Et je lui ai dit, et je lui ai dit en anglais, parce qu'il comprend bien l'anglais, je lui ai dit, tu te prends pour qui? Et il était con, tu vois, et il fronçait les sourcils, il faisait, je fais, commence pas à faire le mec qui est surpris. Tout à l'heure, t'as balancé la vidéo, J'ai dit, alors, je vais t'expliquer. J'ai dit, tu n'as rien fait dans ta vie. Tu es là pour prouver que tu es un bon joueur de l'équipe nationale. Tu as 0 sélection en Roumanie. On te donne ta chance, on te prend, et tu balances sur les gens. Alors que tu n'as rien montré encore de ta vie. Eh ben, c'est pas avec moi que tu vas montrer quelque chose. Tu vas prendre tes affaires et tu dégages. Et le mec, il s'est levé, il a pris ses affaires, il est parti. Et mon adjoint, il m'a regardé, il me dit, merci. Ben, j'ai dit, mais Alors, j'ai c'est une normal. question, David. Ouais. J'ai une question. Si ça avait été ton meilleur joueur qui s'était comporté comme ça, est-ce que tu aurais fait la même chose? Ah, je le vire. Très honnêtement. Ah, mais je te le jure. Mais lui là, que je vire, c'est un de mes titulaires. Il allait être titulaire. Hein. Ouais. Puisque à l'arrivée, je me retrouve, à cause de ça, je me retrouve sans pilier 2 jours après. Il faut que je remette les crampons ou quoi? Et que tu sois dans Bucarest. Non, je nous ai mis à un moment donné dans une situation où il me manquait un pilier parce que je l'avais fait dégager. Je l'avais viré. Ouais. Et à un moment donné, si tu t'arrêtes qu'à ça et tu es prisonnier que du niveau des mecs, mais tu t'en sors pas. Parce qu'en fait, tu ne vaux pas mieux que les autres. Voilà. Et à un moment donné. Et puis quelque part, tu as planté les graines un peu pour la suite. C'est-à-dire que les mecs qui vont venir en sélection maintenant, ils vont comprendre que s'ils se tiennent pas à carreau, si ça se passe pas bien, ben ils seront plus invités, peu importe le niveau. Et puis ce mec-là, qu'est-ce qu'il a fait d'après toi derrière quand il est rentré chez lui? Pourri. Alors attends, non, il m'a pas pourri. C'est ce qu'il a fait. Il a fait appeler son entraîneur de club en disant il est malheureux, il est truc, il veut revenir, il sait ce qu'il a à faire. Il dit ben non, justement, il sait pas ce qu'il a à faire. Il dit mais il a qu'à réfléchir, il va comprendre. Et donc en fait ce mec-là a envoyé un message à mon adjoint, je suis désolé, j'ai pris ça sur le ton de l'humour, j'aurais pas dû le faire, néné. Moi, il a essayé de m'appeler 2-3 fois, j'ai pas répondu parce que je le laissais mariner, je le laissais mijoter, tu vois. Il était sur une poêle avec du beurre en train de là sur le barbecue. Je le laissais un peu et donc à l'arrivée, voilà, je me suis dit bon il va falloir maintenant assumer ce que t'as fait et voilà. Donc il a assumé, il s'est excusé devant ses coéquipiers, il a fait des courbettes à tout le monde et puis il est revenu, mais avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Il sait que s'il ouvre sa bouche une fois, il rentre chez lui et là il revient plus, tu vois. C'est bien. Je pense que vous ayez pardonné. L'erreur, elle est humaine et voilà, mais ça lui servira de leçon. Et David, on approche de la fin de l'émission. Ça fait déjà presque 1h30 qu'on est ensemble et franchement, je me régale à t'écouter. Mais le problème, c'est que je pourrais passer des heures et des heures à discuter. Avant qu'on conclue, David, j'aimerais qu'on te connaisse un peu mieux, qu'on sorte un peu du cadre. Je te remercie de nous avoir partagé un peu, tu sais, ta façon de coacher, de manager. Et on a bien compris que pour un entraîneur, c'est dur. Il y a le maîtrisable et le non maîtrisable d'un côté et c'est tellement difficile. Et puis, comme tu as dit, si ça ne se passe pas bien, c'est terminé. Tu vois, c'est vite sauté. Donc, c'est ciao. Ouais, c'est ciao. Je voulais te demander, avant qu'on termine, David, quelle est la chose, finalement, après toutes ces années, quelle est la chose la plus importante que tu as appris le rugby? Et que tu as appris au cours de ta carrière de rugbyman? Je pense que notre sport, il mérite du respect et il mérite un investissement positif. Parce que si jamais tu n'es pas comme ça, tu ne respectes pas ton sport et tu ne respectes pas le rugby avec les valeurs qui sont associées à ce sport, tu le payes tôt ou tard. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu le paieras parce que c'est impossible dans une carrière entière de tomber que sur des bons mecs. Impossible. Il se passera toujours quelque chose. Et selon ton état psychologique du moment, si tu es quelqu'un qui broie du noir en permanence, qui voit toutes les choses négativement, qui voit que ta vie sera très compliquée et tu vivras le rugby vraiment très durement. Par contre, si jamais tu prends le rugby pour ce qu'il est, c'est-à-dire un sport qui est magnifique, tu peux vraiment faire quelque chose de génialissime. Et même si des fois c'est dur, tu trouveras toujours des solutions pour te relever et pour bien finir. Pour finir par une note positive ta carrière de joueur. Et
et peut-être entraîneur à un moment donné. Ok, exact. Des solutions ou des copains qui vont te tendre la main, qui vont t'accompagner, Ouais. qui vont t'aider à te relever. C'est ça Ouais. qui est génial et je te rejoins sur l'idée que le rugby, c'est un sport fabuleux dans le sens où c'est un sport inclusif. Moi, oui. tu vois, j'étais tellement heureux, gamin, de jouer avec des gens qui venaient d'un autre milieu que du mien, qui avaient des qualités différentes. Tu vois, il y a de la place pour les gros, tu le sais, pour les gros, les grands, les petits. Tout le monde a sa place. Et puis, Bien sûr. grosso modo, quand tu es dans une équipe de rugby, ben, on te dit, te retourne pas, avance. Donc, c'est vrai que c'est un sport génial, qui est hyper intéressant, que ce soit pour les gamins de quartier ou les gamins de tout environnement. Tout le monde peut se mélanger. Ouais. Avant qu'on termine, si tu as un message à faire passer à tous ceux qui te regardent, David, ça serait quoi? Et d'ailleurs aussi, je voulais parler parce que j'ai l'impression que tu as un projet en ce moment. Et tu spoil un petit peu sur. Oui, je spoil un peu, ouais. Ouais, Je tu spoil un spoil. peu. Raconte-nous ça et je te pose ma question juste derrière si tu veux bien. Là, je peux pas annoncer encore ce que c'est. Et justement, si je spoil, c'est qu'il y a des raisons. C'est qu'en termes de temporalité, je peux pas encore l'annoncer, mais c'est un projet qui me tient à cœur depuis plusieurs années. Et voilà, j'ai décidé enfin de le faire. Et d'ici quelques jours, t'en sauras plus. Et je suis désolé de pas pouvoir te le dire, mais c'est la temporalité. Donne-nous l'exclusivité. C'est compliqué. C'est compliqué. Là, je refais avec plaisir. je comprends. Mais c'est un rapport Là, de je comprends. sport et pas forcément le rugby. Que le rugby, en tout cas. Ah, génial. Ok, Voilà. génial. Et je suis sûr que ça sera quelque chose d'humain parce que c'est vraiment une de tes qualités. Même si je vois qu'il y a eu, dans ta façon de faire, il y a du changement. C'est-à-dire que, tu vois, et ça me parle, plus intransigeant, plus dur, pas plus vrai dans le sens, pas dans le sens hypocrite, tu vois, mais cash. ouais, cash. Je pense que c'est ça. Et toi, pour avoir joué avec toi et te connaître dans un vestiaire, c'est vrai que humainement, c'est un bonheur d'avoir un mec comme toi dans un groupe. C'est gentil. Mais l'inconvénient, c'était que tu ne savais pas dire non. Et ça, c'est tellement difficile. Pour toi, je sais que c'est tellement difficile. Alors parce maintenant, que t'es un bon mec. mais maintenant, c'est facile. Maintenant, tu te régales. Maintenant, c'est des noms. Maintenant, j'envoie des noms à foison. Je dis non. Maintenant, je dis non. Bon, oui, non. Ça va. non. C'est non. Bon, impeccable, David. Écoute, franchement, je te remercie encore une fois infiniment du temps que tu nous as accordé à tous. Dernière question, David. Qui tu me conseillerais d'inviter sur ma chaîne? Qui t'aimerais entendre? Un joueur, un entraîneur, Qui tu veux, qui, selon toi, a un message inspirant et passionnant. Quentin Witt. Ah, ok. Tu sais que j'ai joué avec lui au Yo, je connais toute son histoire. Hein. Mais il a une histoire de clébard, ce gamin. Une histoire dure. Ok. Et lui, c'est un exemple. Crois-moi. Oui, l'invitation est lancée. Ouais. Et je te conseille de voir avec lui. Très bon mec. Bon, ça va, ok, avec plaisir. Franchement, je vais le solliciter. Je l'aimais beaucoup déjà. Il était en espoir, il démarrait à peine. Et t'as raison. Il laisse pas indifférent, ce type. Il laisse pas indifférent. Il a quelque chose. Sans parler du rugby, hein. Mais c'est ok. Bonne idée. On va voir si on arrive à organiser ça. Ça va. David, encore merci. Je te laisse filer. Prends soin de ta famille, prends soin de tout le monde, prends soin de toi. Et voilà, écoutez, c'est la fin de notre conversation avec David Gérard. J'espère que vous avez apprécié ce moment autant que moi, autant que nous apparemment. On a passé un bon moment. N'hésitez pas à commenter ou à partager. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour suivre nos prochains épisodes, nos prochaines aventures. Merci à tous pour le soutien. À bientôt. Et David, on est ensemble. Merci pour tout. Ciao.